Nous sommes dans l'après-midi du 25 mars 2021. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bonsoir et bienvenue encore une fois dans votre émission Être et Savoir sur Radio Espace, que vous retrouverez en diffusion sur la télévision pendant le week-end, toujours avec les mêmes chroniqueurs, Monsieur Vali Konaté. Bonsoir et bienvenue. Monsieur Oumarali, bonsoir. Monsieur Cheikh Traoré, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ali. Monsieur Alpha Madou, bonsoir. Bonsoir Monsieur Koné, bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois dans l'émission. Alors les sujets du jour. Dans une correspondance datée du 15 mars dernier adressée au ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le vérificateur général de Guinée informait de la venue prochaine d'une équipe d'inspection à l'université générale Lansana Conté de Sonfoniasse pour procéder, dit-il, à un contrôle d'effectifs afin de trouver une explication à la pléthore d'étudiants dans les amphithéâtres. Et ils veulent le savoir. Nous aussi, c'est pourquoi nous abordons le sujet dans notre émission d'aujourd'hui. Le deuxième sujet nous envoie tout droit au MENA lors d'une séance de travail organisée ce vendredi à l'INRAP. Des cadres du MENA et des responsables d'école se sont rencontrés et ont fait de nombreuses propositions pour l'organisation des prochains examens de fin d'année. On se rappellera bien sûr que les derniers examens ont été émaillés de nombreuses irrégularités. Aussi, Dr Bano, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a voulu prendre le taureau par les cornes cette fois-ci afin de pallier à ces imperfections. Nous abordons également le sujet dans cette émission, mais cette fois-ci, nous aurons avec nous comme invité de parcours Monsieur Sidiki Kamara, bien évidemment, Mamadi Sidiki Kamara. Il est le porte-parole du ministère de l'Enseignement et de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il sera notre invité dans la deuxième partie de cette émission. Si c'est maintenant que vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous tous et l'émission va démarrer juste après cette transition. Être et Savoir sur Radio Espace Guinée, c'est le magazine dédié à l'éducation, du primaire à l'enseignement supérieur. Animer le débat et susciter la réflexion sur les politiques scolaires et universitaires, ainsi que sur les pédagogies et les pratiques éducatives d'aujourd'hui. C'est Être et Savoir sur Espace. Les comptes, les effectifs, le nombre d'étudiants à l'université Sonfonia crée polémique, Monsieur Vali, le vérificateur général. Il faut rappeler, c'est l'inspection générale, en quelque sorte. Effectivement, c'est la nouvelle dénomination de l'inspecteur général de Guinée. Qui est à la présidence de la République. Évidemment. Donc, au nom du président de la République, il a écrit au ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et demande des comptes à l'université Sonfonia. Mon premier commentaire aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable crise de confiance entre le président de la République et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Parce que pour moi, le ministère en charge de l'enseignement supérieur aurait dû ou aurait pu régler le problème de la pléthore dans les amphis à l'université de Sonfonia. Si aujourd'hui le chef de l'État lui-même, à travers le vérificateur général, d'ailleurs je vais faire un peu de pédagogie, pour ceux qui ne le savent pas, le vérificateur général est l'autre dénomination de l'inspecteur général d'État. Ce poste a été institué en 2018 par un décret qu'on appelle ça signé par le président le 10 octobre 2018. Et la mission du vérificateur général, pour ceux qui ne le savent pas, est de faire l'inspection, l'audit et l'évaluation de la gestion des services et des établissements du secteur public. En Guinée. Alors, donc si le chef de l'État a cru bon de faire appel au vérificateur général pour contrôler les effectifs à Sonfonia, c'est qu'il y a une véritable crise de conscience au sein de ce département. C'est qu'il y a évidemment un problème. On avait évoqué le pléthore d'effectifs à Sonfonia à un moment donné. Ici, les élèves qu'on retrouvait dehors, on les trouvait dehors, de se mettre debout. Ils sont obligés de venir à 4h du matin, 5h pour avoir une place. Et puis le nombre d'étudiants envoyés à Sonfonia, ce n'est pas le nombre qu'on voit à vue d'œil, parce qu'il y a un pléthore, les enfants ils ne savent pas où mettre la tête. Parce que précisément au niveau des branches économiques, des filières économiques, banque, finance, banque, assurance, vraiment c'est difficile. C'est insoutenable. Mais le pléthore, est-ce que c'est fait exprès? Parce qu'aujourd'hui, c'est Sonfonia quand même qu'on est en train d'interpeller. Et pourtant, Sonfonia, ce n'est pas la seule université. On a quand même la plus grande. Parce qu'à Sonfonia, il y a un excès. Il y a un excès à Sonfonia. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait belle lurette que cette institution d'enseignement supérieur est en train de passer à côté par rapport à la gérance des effectifs. C'est-à-dire... le constat est très alarmant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas admis officiellement au baccalauréat et qui ne sont pas orientés dans ces institutions. Donc, ils vont s'inscrire
à travers réellement des malversations de certains enseignants et de certains responsables de ces universités. Et on les inscrit en première année comme des auditeurs libres. Et après, ces enfants-là vont reprendre le baccalauréat. Quand ils sont admis, on cherche à renégocier une autre situation pour ces enfants. On ne peut pas comprendre que des enfants qui sont admis officiellement, orientés dans ces institutions, trouvent à peine de la place pour poursuivre les cours. Je pense bien que cette université doit revoir réellement sa feuille de route. Non, en même c'est trop. En même temps, Voilà. c'est paradoxal. Monsieur Monali, il faut rappeler que au compte de l'année 2020-2021, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé avec la plateforme Goupol qu'on devait orienter officiellement dans cette université 8799 nouveaux bacheliers. 8799 nouveaux bacheliers devaient être orientés à Sonfonia au compte de l'année 2020-2021. Mais le hic, il vient d'où? L'université elle-même avait annoncé une capacité d'accueil de 6500. Déjà, il y a une première différence. 6500 capacités d'accueil officielles, l'État oriente 8799. À côté de cela, lorsque nous avons fait nos enquêtes, on a recoupé les chiffres. Les chiffres vont au-delà de 10 000. On passe d'une capacité d'accueil de 6500 étudiants à plus de 10 000 étudiants. Donc ne soyez pas surpris. Ne soyons donc pas surpris que l'université de Sonfonia puisse mériter aujourd'hui le nom qu'on lui donne, la Chine populaire. C'est pire que la Chine populaire. Vous savez, je vais quand même dire un petit peu la lettre du vérificateur. Hein. C'est daté du 15 mars, on l'a dit. 15 mars 2021, on dit le vérificateur général de Guinée à monsieur le ministre d'État de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Conakry. Objet, demande d'information. Ben voilà. On dit donc, monsieur le ministre d'État, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que son Excellence, monsieur le Président de la République, a chargé l'inspection générale d'État de procéder à un contrôle de la régularité des inscriptions et réinscriptions à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. À cet effet, pour le démarrage de ces activités, l'équipe d'inspecteurs généraux d'État constituée aura besoin des informations suivantes. Et écoutez très bien, c'est ce qui est plus important, les résultats du baccalauréat de chacune des années académiques 2018, 2019 et 2020. Deuxièmement, la liste nominative. Donc, ils ont été plus exigeants. La liste nominative des étudiants à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia au compte de l'année universitaire 2018, 2019, 2020. Monsieur le ministre d'État, la finalité de cette mission consiste principalement à trouver une explication à la pléthore d'étudiants dans les amphithéâtres de cette université en dépit des orientations faites par le ministre des tutelles sur la base de ses capacités d'accueil. Pour terminer, dit cependant, comptant sur votre compréhension des enjeux qui attachent à cette mission et sur votre diligence, veuillez agréer, monsieur le ministre d'État, l'assurance de mes salutations, de signer. Vous avez entendu, donc on ne va pas que sur cette année seulement. Décidément, Sonfonia reste une université à problème. Les dernières années, on demande la. Je crois que monsieur Alpha l'a signalé. La crise est profonde. La crise est très profonde. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a monsieur Fahim Bamara en ligne qu'on va prendre. Monsieur Fahim Bamara, vous connaissez, il n'est pas longtemps pour l'éthique au sein de l'université parce qu'il est justement enseignant-chercheur au sein de cette université, monsieur Mara. Monsieur Mara, bonsoir. Bonsoir Mohamed Ali. Merci d'accepter notre invitation. On se souvient de vous. Vous évoquez toujours l'éthique au sein de l'université Sonfonia quand il s'agit de l'université. Vous êtes enseignant-chercheur, je rappelle. Vous êtes enseignant-chercheur dans cette université-là. Eh bien voilà, une nouvelle information que nous voudrions trouver parce que l'inspecteur d'État, le vérificateur général, demande des comptes à l'université Sonfonia. Première question, est-ce que vous en avez entendu parler? Mohamed Ali, je suis dans la voiture. Reprenez la question, je vous reçois mal. Je disais donc, le vérificateur général demande des comptes à l'université Sonfonia. Première question, est-ce que vous avez entendu parler? Bon, oui, comme tout bon Guinéen, naturellement, on a appris à partir des réseaux sociaux et certains médias de la place que voilà, le vérificateur de la République a écrit au ministre de l'Enseignement supérieur
voilà, pour faire les comptes des différentes statistiques, c'est-à-dire concernant les effectifs à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, de 2018 à nos jours. Donc, effectivement, on a connaissance et voilà. Ça vient surprendre parce que, bon, on ne sait pas. Je crois qu'on se pose la question de savoir le pourquoi du contrôle, tout ça. Mais justement, c'est la question qu'on allait vous poser. Quelle est l'opportunité de ce contrôle-là? Parce qu'on sait, et vous le savez avec nous, nous avons fait le commentaire ensemble ici, à Sonfonia, il y a quand même une pléthore d'étudiants. On a vu des élèves, des étudiants qui sont dehors, qui sont à la fenêtre et qui suivent des cours. Il faut bien trouver une explication à cela. Oui, c'est vrai qu'il y a une pléthore qui ne dit pas son nom à Sonfonia. C'est vrai que de ce côté, la responsabilité est partagée entre les autorités universitaires et puis du côté de l'État. Parce que, regardez, si on dit que les effectifs sont affectés en fonction des capacités, mais on ne comprend pas. C'est-à-dire, cette année, par exemple, la capacité qui a été exprimée, c'était dans l'ordre de 6 000 et quelques. En tout cas, ça n'atteignait pas les 7 000. 6 500. À date, pratiquement, si à Sonfonia, à date, les effectifs, c'est dans l'ordre de 18 000 et quelques. Imaginez cet écart-là. Donc, on se demande vraiment, est-ce qu'il y a un suivi conséquent pour éviter ce genre de choses? Non. Voilà, les interrogations se posent à ce niveau. D'accord. Voilà. Monsieur Faimba, moi je voulais savoir quelque chose par rapport au service de la scolarité. Et comment les inscriptions sont faites au niveau du service de la scolarité? Ma première question. Deuxièmement, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont orientés et qui partent prendre cours au niveau de cette université. Ils ne sont pas orientés dans cette université. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à tout ça? Je n'ai pas bien suivi. Vous dites que vous parlez d'inscription au niveau de la scolarité? Oui, parce que le constat qui est là, il y a beaucoup d'étudiants, parce que vous parlez d'un grand écart entre la capacité d'accueil et par rapport au nombre d'étudiants que vous avez maintenant. Est-ce que quelque part le service de la scolarité... Oui, allez-y. Oui, mais naturellement, on se pose la question. Parce que les orientations, on se pose la question, les orientations, ça vient d'où? Bon, et est-ce que maintenant, si les capacités sont déposées avant les orientations, et qui autorise les orientations à Sonfonia? Bon, alors maintenant, s'il n'y a pas de concordance, il n'y a pas de proportionnalité entre la capacité de aidez-nous à comprendre, M. Mara. Aidez-nous à comprendre, M. Mara. Qui autorise les orientations et surtout les inscriptions à Sonfonia, à part le ministère de l'Enseignement supérieur? Surtout quand on sait que c'est dans parce la que plateforme. quand on est orienté, la plateforme Goupol est là. Je pense bien que tout est dans les normes, mais je pense qu'un étudiant ne peut pas s'inscrire s'il n'est pas orienté dans cette plateforme. Bon, il appartient maintenant, puisqu'il y a un vérificateur qui est dépêché, je crois qu'il sera mieux placé pour situer les responsabilités, parce que cette pléthore-là ne fait pas, c'est-à-dire n'arrange personne. Oui, et évidemment, monsieur Mara, on vous connaît, on a l'habitude de vous avoir dans des émissions. Vous, je le rappelais, vous vous battez pour la morale de l'université, pour l'éthique au sein de l'université Sonfonia. Aujourd'hui, que l'université Sonfonia soit épinglée par le contrôleur, plutôt par le vérificateur général, vous auriez votre mot à dire, par exemple. Qu'est-ce que vous avez constaté qui ne serait pas normal? On était à 17 000 et quelques, et 2019-2020, c'était à 19 000 et quelques. Maintenant, aujourd'hui, à la session 2020-2021, nous sommes à 18 000. Oui. D'accord, on comprend. Monsieur Mara, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Oui, c'est à moi de vous remercier. Merci. Et bon après-midi à vous. Bon. L'autre hic, c'est qu'on a essayé de joindre à l'université Sonfonia. Le porte-parole était d'accord pour venir répondre à nos préoccupations. Sauf
À la dernière minute, ils nous disent qu'ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas reçu la lettre. Ils n'ont pas reçu la lettre. Depuis le 15 mars, je pense bien que... Monsieur Mohamed Ali, je pense que c'est un aveu de culpabilité. C'est clair. Tous les internautes aujourd'hui en Guinée ont reçu la lettre du vérificateur général. Tout le monde est en possession de cette lettre. Depuis le 15, depuis le 15 mars. Et qu'à l'université Et que l'université Somphonia nous dise qu'elle n'a pas encore reçu la lettre du vérificateur, je vous dis que là, c'est un aveu de culpabilité. On est conscient que quelque part, quelque chose ne va pas. Et aujourd'hui, les gens ont peur de parler parce qu'ils ne veulent pas être rattrapés par leurs propos. Ils ont inscrit des enfants illégalement. Oui. Aujourd'hui, ceux qui sont officiellement orientés à l'université de Somphonia ne peuvent plus étudier sérieusement. Mais moi, ce qui me fait mal, au-delà de la qualité de l'enseignement qu'on a fait, c'est surtout le danger qu'on fait peser sur ces étudiants. Quand on sait que nous vivons une pandémie et une épidémie, aussi l'épidémie d'Ebola. Et lorsqu'on accepte en tant que responsable, qu'on appelle d'établissement, lorsqu'on accepte en tant que Guinéen d'ensardiner, comme tu l'as dit la dernière fois, ces étudiants dans des salles exiguës par rapport à l'effectif, je pense que c'est faire preuve d'une certaine irresponsabilité. Il faut avoir le courage de le dire quand même. Évidemment, on n'a pas le courage. Ce qui m'inquiète, c'est par rapport aux enseignants de Somphonia. Pourquoi ils n'ont pas trouvé une politique, des stratégies pour essayer d'avoir des classes et diminuer l'effectif, avoir 200... L'administration, les enseignants... C'est ça le problème. Il y a des amphis. Voilà comment ça marche. Lorsque le résultat du baccalauréat est connu, chaque institution d'enseignement supérieur dit son ses quota, besoins, sa capacité d'accueil. Il se trouve qu'au-delà de la capacité d'accueil officielle connue de tout le monde, du ministère, du président de la République, du citoyen lambda, il y en a qui acceptent des inscriptions illégalement. Et on leur donne même des priorités. On sait un tout petit peu comment ça fonctionne. Et c'est d'où parfois même la plainte des universités privées. Parce qu'après, c'est les universités publiques et qui ça cassent nous le ramène truc. au problème des universités privées. Cet argent d'inscription ne va pas dans la caisse des 6 000. Monsieur Donc les enseignants, ils ne peuvent pas augmenter les heures. Monsieur Alpha, on m'a signalé notre problème aussi. C'est la multiplication aussi des cours payants. La multiplication des cours payants aussi fait que des salles sont occupés, ce qui fait que les étudiants ne peuvent plus utiliser ces salles. Donc c'est que le problème officiellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Officieusement, il y a autre chose. Mais ces étudiants, mais ils souffrent, vous n'avez pas idée. Oui, mais le problème qui est là, j'ai même entendu dire des étudiants qui témoignent effectivement qu'ils sont obligés de cotiser pour acheter des ventilateurs parce que c'est invivable dans les salles de classe. Mieux que ça. C'est dire que Somphonia n'a pas un budget de fonctionnement. Non, mais c'est pas un point de budget de fonctionnement. Je vais vous lire les propos d'un témoin d'une victime, s'il faut le dire ainsi. Il a dit, cette dernière-là disait, c'est une jeune étudiante qui disait qu'elle est obligée de se lever entre 4h et 5h du matin pour pouvoir arriver là-bas. Et elle se plaignait de l'insécurité. Il y en a qui passent la nuit. Donc très souvent, elle arrive en retard, donc elle est obligée de suivre les cours, soit dehors, soit arrêtée, mais dans des conditions extrêmement difficiles, dans des conditions qui pédagogiquement sont insupportable. Quand je me dis qu'il y a assez d'espace à Somphonia pour construire des bâtiments et tout. Mais on construit des bâtiments depuis 10 ans, il y a des bâtiments. Il y a des bâtiments à chaque fois, ce sont les mêmes problèmes. On a beau construire des immeubles et de trouver des salles de classe, les malhonnêtes seront toujours malhonnêtes. Les inscriptions illégales sont toujours illégales. Moi, en tant qu'enseignant, je ne peux pas donner cours. Je ne peux pas donner cours dans une salle où il y a 1000 étudiants, alors que je ne sais pas comment ça s'est passé. Surtout que les micros ne fonctionnent plus. Les micros même ne fonctionnent plus. Les micros ne fonctionnent plus. Les professeurs, ils s'égosillent à crier, à parler par-ci, par-là, et puis ça ne va pas. C'est aussi ça. D'autant plus que les étudiants qu'on envoie sont des étudiants qui n'ont pas eu légalement le bac, donc qui sont carents et qui n'écoutent rien. Il y a trois problèmes qui se situent dans ces institutions d'enseignement supérieur. Bon, comme nous sommes en train de parler le cas de Somphonia notamment, il faut comprendre que nous avons un premier groupe qui est orienté officiellement dans ces institutions d'enseignement supérieur. Le deuxième groupe, c'est un groupe d'étudiants qui sont orientés dans des filières
ou réellement il ne veut pas continuer les études à l'université. Bien sûr. Donc ceux-là, ils rentrent dans ces universités avec la formation payante. Oui. Il y a un troisième groupe négocié par des tierces personnes au sein de ces instituts Par la scolaires. scolarité. Les Voilà. responsables Non, de c'est qualité pas sont seulement le responsables. service de la scolarité. Non, c'est le service de Il y a la même scolarité. des Ça ne peut pas enseignants. se faire à des l'insu du enseignants. recteur, ça ne peut pas se faire Oui, mais à c'est la l'insu du scolarité recteur. qui inscrit Le les recteur uns les des autres. études, Le recteur c'est peut ne pas organisé. être informé. Le service de la scolarité, plus Oui, mais- avec la Non, mais- complicité mais- de mais- certains mais- mais- enseignants. rien ne se fait à Monsieur Keta, monsieur Keta, d'inscription. en moi, tant je que pense directeur que- d'une moi, je école, pense que- Non, mais je en vous tant dis, que hein, directeur faut d'une pas école, on ne peut pas inscrire un Check, élève dans check. ton école et Moi, je que- pense qu'on ne va pas faire Non, un mais c'est procès. impossible. On ne va pas faire un procès avant le procès lui-même. Le vérificateur général et les inspecteurs généraux sont à l'œuvre. On attend d'avoir les premiers éléments. Mais À pourquoi- partir de là, on pourra mieux... Monsieur Bali, il n'y a Pourquoi- pas de pourquoi- procès, c'est un fait. Il y a quelques mois Il n'y a déjà. pas de procès, Ouais, c'est parce un que fait. pourquoi on prend les sessions 2018, 2019, 2020? C'est que C'est on a parce su que qu'on a c'est reculant. compris que c'est reculant. Non, cette c'est université. Monsieur Alpha, on Voilà. sait qu'il y a Voilà. un problème, on sait qu'il y a Voilà. les cadres véreux qui ont Voilà. profité de la situation. Voilà. Mais qui au sein de Il faut l'université... situer la responsabilité. On situe la responsabilité. Donc, Vous savez- nous, on ne va pas le faire maintenant. En On tout va cas, attendre que le président parmi le fasse. tant d'universités, si on a choisi Symphonia, c'est Symphonia, qu'il y a un problème. Symphonia Et n'est puis pas la seule c'est université. On organisé. viendra sur les autres Ouais. universités. C'est organisé et c'est avec une grande ampleur. C'est de la mafia. C'est de la mafia, c'est Et puis, c'est le mot je ne sais juste. pas ce que vous en pensez, mais Symphonia, quand même, tout le temps, c'est Symphonia. C'est Symphonia. Pourquoi c'est Symphonia? C'est La caisse qui a C'est la disparu, caisse, c'est à la caisse Symphonia. qui disparaît. Hein? Tout le temps, c'est à Et Symphonia. on empêche les étudiants d'avoir accès. On empêche les étudiants d'avoir accès. On bastonne les étudiants. Et puis c'est du n'importe quoi, Symphonia. C'est vraiment, c'est pas On sérieux. attendra que les autorités de Symphonia... On attendra qu'ils reçoivent la lettre. On en parle. Nous, sur Internet, on a reçu la lettre. Eux, ils n'ont pas reçu la lettre. On reviendra dans cette émission, juste après cette transition. Sur Radio Espace Guinée, les problématiques culturelles et sociales qui traversent l'école continueront d'être au centre de nos préoccupations sans jamais perdre de vue les questions fondamentales de la réussite, de l'échec et du devenir des élèves et des étudiants. Parce que l'éducation n'est pas qu'une affaire scolaire, Mohamed Ali Condé élargit le champ de son émission pour s'intéresser à la transmission sous toutes ses formes, à l'école jusqu'à l'université, mais aussi en famille, seul face aux écrans, comme dans les lieux culturels et les espaces professionnels. Radio Espace. Être et savoir. Être et savoir. C'est la deuxième partie, mesdames et messieurs, de votre émission Être et Savoir. Et maintenant, nous allons partir au MENA. Il est avec nous, notre invité de parcours. Il s'agit bien sûr de monsieur Mamadi Sidiki Kamara. Il est le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Monsieur Kamara, bonsoir. Chargé de communication. Chargé de communication. Parole chargé de communication, vous avez raison. Hein? Oui, Il y bonsoir. a une différence, hein? Oui, Une bonsoir. différence entre chargé de communication. Comment allez-vous, monsieur Kamara? Oui, ça va très bien. Bienvenue, bien, merci d'accepter notre invitation. À moi de vous remercier. Alors, M. Valli, cette semaine, on a vu quand même des cadres du MENA, des responsables d'école qui se sont réunis à l'UNRAP oui. pour une séance de travail. Et ils veulent faire, comme on l'a dit, les examens autrement. CEP, BEPC, baccalauréat. On veut que ça se passe autrement. Allez-y. Effectivement, il y a de nombreuses défaillances. D'ailleurs, le MENA même l'a reconnu, l'a constaté lors de cette séance de travail. Disons, dans le compte rendu de cette séance de travail, le MENA a constaté avec ses responsables d'école et les cadres du MENA qu'il y avait de nombreuses défaillances. Notamment les examens de l'année dernière, il y a eu beaucoup de problèmes. On parle de copies sans notes. Oui. On parle de défaillance à la surveillance. On parle d'écart entre les notes lors de la correction. On parle de copies illisibles qui se retrouvent avec des notes alors que c'est normalement interdit. Oui. Donc il y a beaucoup de coquilles comme ça qui se retrouvaient dans le processus des examens de fin d'année. D'accord. Et je crois que le docteur M. Bano, c'est une excellente initiative. Vraiment, si elle est ambitieuse. Sauf qu'il y a des réunions à chaque fois Non, avant. Hein? non, nous saluons. C'est D'abord, pas nouveau, de toute moi façon. je suis toujours dans l'a priori. Je suis attentif. Parce que M. Donc Kamara est nous là, que vous saluons allez d'abord me la dire que vous chose. êtes- Non, Mais- moi je ne vais pas faire plaisir à quelqu'un. Peut-être bien. Mais c'est nous ce que vous êtes en saluons train a de faire. priori la De toute façon- chose et nous attendons de voir ce que ça va donner pour les examens. à venir, Alors, quoi. on a reçu, Voilà. on a reçu le jeune. Vous vous souvenez du Ouais, jeune ouais. cabinet Ouais, qui nous ouais, avait le jeune fait qui comprendre était- qu'aujourd'hui, il y a une fraude, il y a un Cabinet réseau, Keïta. il y a un réseau de mafia, de fraude organisée, notamment Ouais, en Haute-Marne. mais l'année dernière, Ça veut dire que- l'année dernière, le ministre de l'Éducation nationale a relayé pas mal de situations dans certaines écoles. Il y a eu beaucoup d'écoles qui ont été interpellées au niveau de l'INERAP. Il a fait une réunion avec ces écoles. Et lors de cette réunion, il a donné son dernier avertissement à ces établissements. Oui. Il a instruit à ces écoles et au président du fondateur des écoles privées d'instruire d'autres établissements
qui vont se retrouver dans cette situation cette année, qui seront sanctionnés très très sévèrement. À la hauteur de la forfaiture. Donc c'est pour dire que pour ce bando, vraiment, il est en train de mettre vraiment des choses en place. Si réellement c'est suivi à la lettre. Non, mais qu'est-ce que vous avez tous cet après-midi? Non, mais après, si c'est bien. Si c'est bien, il faut l'apprécier. Si c'est pas bien. Ce que vous êtes en train de dire, c'est bien parce que les examens, on n'a rien. On est d'accord quand même qu'il faut une amélioration. Il faut une amélioration. Il faut faire autrement. Ce qui reste clair, c'est que être aujourd'hui ministre de l'Éducation, ça relève du parcours du combattant. Parce que c'est un département complètement miné. Ok. Un jour, je l'avais dit, il peut réussir si on lui laisse les mains libres. Ouais. Mais le département du MENA est un département où tout est difficile. Ok. Tout ce que tu dis se retourne contre toi à un moment donné. Ouais. D'accord. Donc le ministre, il est en train de poser des jalons. Des jalons. On va voir. Peut-être qu'on a des futurs porte-parole. On va voir comment ça va se passer. Mais on lui donne le bénéfice du doute. On va voir ce qui va s'en suivre. Il n'y a pas de délégation quand le propriétaire de la parole même est là. Donc le propriétaire de la parole est là, monsieur Camara. Encore une fois, merci d'accepter notre invitation. Oui, à moi de vous Première remercier. question, est-ce qu'aujourd'hui, nos examens nationaux sont crédibles? Bon, crédible, c'est peut-être trop dire, parce que quand on sait qu'il n'y a pas d'œuvre humaine qui soit parfaite, ce que je sais, c'est que à chaque fois que nous organisons les examens nationaux, ce soit cette année ou les années passées, nous savons qu'il y a toujours des leçons à tirer. Et à chaque fois qu'on tire des leçons, peut-être qu'on se félicite de certains aspects où on croit avoir fourni de l'effort. Oui, pour aller vers la perfection. Oui. Il y a aussi qu'on se rend compte en faisant honnêtement un diagnostic réel qu'il y a des imperfections. Donc c'est à l'image de l'année dernière. Parler d'examen crédible, je ne peux pas le dire parce que nous-mêmes, vous venez de le dire, nous avons essayé de passer en revue tout le déroulement de ces examens nationaux l'année dernière. Et nous-mêmes, avec notre conscience, avons constaté, en essayant de mettre en place des organisations, des commissions pour tirer des leçons, faire des rapports. Et en tenant compte de ces rapports, dans nos comptes rendus, nous avons voulu mettre ça à la place publique, comme pour savoir qu'il faut alors connaître le mal pour pouvoir le traiter. Vous venez de parler tout de suite du professeur Bano. J'aimerais revenir sur ça. Et parce que l'examen de l'année dernière ou les examens de l'année dernière, nous sommes unanimes dessus qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme des examens à l'actif du Bano parce que simplement nommé le 19 juin. Il n'a eu que jouer, peut-être difficilement pour observer les sauges. Et au mois d'août, on a organisé des examens. Malgré tout, il a essayé de s'impliquer. Il a trouvé déjà que tout était en place, tout était organisé. Il a tenté d'apporter tout juste quelques touches. Et ces touches-là l'ont conduit à mettre en place une commission qu'il appelait la Commission nationale de suivi et d'évaluation, qui venait épauler le service examen, qui jusque-là était évidemment le seul responsable avec l'Inspection générale de l'éducation, de l'organisation de ces examens. Donc il y a eu à peu près une force de plus qui avait des recommandations. Disons qu'en dépit de ces efforts qu'il a voulu fournir pour appuyer une machine qui était déjà en marche, il y a eu des imperfections. Vouloir dire aujourd'hui à votre micro que les examens de l'année dernière, à l'image peut-être que d'autres qui se sont déroulés, n'ont pas connu de défaillance, c'est nier l'évidence. D'accord, mais au-delà des défaillances, c'était des irrégularités peut-être inacceptables à un moment donné. Parce que certains ont même pensé qu'on allait annuler les examens de l'année dernière, tellement qu'on avait crié à des différentes fraudes dans des différents endroits. De toute façon, ça a été validé, les résultats ont été donnés. C'est passé. Cette année, qu'est-ce qui est prévu justement dans le cadre des réformes? Oui, d'abord avant de parler de ce qui est prévu, il ne faut pas aussi aller dans l'excès. D'accord. Je ne crois pas que les examens de l'année dernière, bien de fond oui, mais de nature à ne pas valider les examens, je ne suis pas d'accord. D'accord. Parce que
je sais que si aujourd'hui vous et moi, nous parlons du nombre de téléphones, parlons des groupes qui ont commencé à se reconstituer autour des centres d'examen, des réalités qui avaient disparu dans le circuit, c'est qu'il y a eu aussi une vigilance qu'il faut reconnaître. Et si un enfant qui veut frauder intègre l'école, il intègre la salle d'examen, il réussit à se servir de l'instrument de fraude, il réussit à sortir sans être mis en hors d'état de nuire, il aurait réussi. Mais compter aujourd'hui jusqu'à 500, 400, tel que d'autres le disent, 800, 900 téléphones, que ce soit en Guinée ou ailleurs, c'est quand même le résultat d'une certaine vigilance que nous allons continuer à renforcer. D'accord. Justement, pour arriver à votre question, dans ce cadre-là, il faut dire que professeur Bano sait que qui veut voyager loin ménage sa monture. Et c'est pourquoi vous avez constaté qu'il rencontre périodiquement, pédagogiquement, des acteurs qui sont des acteurs essentiels dans l'organisation de ces examens. Il fallait absolument commencer par ces responsables d'école. Ce sont eux qui proposent les listes des correcteurs, ce sont eux qui nous remontent les listes des candidats, ce sont eux quand il est question de parler de liste des surveillants, c'est encore eux. Le MENA ne peut pas être à Conakry et connaître des enseignants, les connaître dans leur moralité et dans leur crédibilité du point de vue comportement. Donc c'est un maillon essentiel qu'il fallait d'abord rencontrer, passer la parole et peut-être pour la première fois à ce maillon-là face à face pour savoir ce qu'il pense de l'organisation et quelles sont les propositions qu'il est censé apporter. Ce maillon-là, c'est effectivement des responsables d'école. Alors c'est cette rencontre, pour être peut-être bref, qui a eu lieu la fois dernière sous la houlette de professeur Bano. Il a eu le temps, mais pour les faire venir dans le cercle, il fallait leur montrer quelque chose. Le constat a été fait à 3 niveaux. Je crois avoir détaillé ça dans un compte-rendu que vous avez dû recevoir sur notre page officielle. Et dans ce constat, l'IGE, l'Inspection générale de l'éducation, et le service national de l'évaluation et la commission qui a été mise en place par le professeur Bano, 3 rapports tout de suite ont été montrés, détaillés par ceux-là juste qui ont été chargés du travail. À l'écoute de ces 3 rapports, ils ont été galvanisés, ils ont été informés. Et tout de suite, une réunion de cabinet s'est transformée en une sorte d'atelier. Il fallait méthodiquement leur passer la parole en les plaçant par commune et par commission de travail. Voilà, vous venez de suivre des rapports. Peut-être que dans ces rapports-là, il y a des points que vous connaissez, qui n'ont pas été soulevés dans les différents rapports. Alors vous avez le temps en 30 minutes ou 1 heure de vous constituer en des commissions techniques de travail. 1 heure leur a été accordée. Et tout de suite, ils ont eu le temps d'ajouter ce qu'on a dû peut-être oublier dans ces différents rapports, les 3 rapports présentés. Ils ont eu le temps de signaler et au-delà, ils ont fait des propositions de sortie de cette situation. Ça veut dire quoi qu'aujourd'hui, c'est... Oui, voilà. Donc, on dit souvent à mauvais maçon, point de bons outils. Hein. Est-ce que dans sa volonté de réformer le processus des examens de fin d'année, est-ce que le professeur Bano a pensé réaménager cette équipe-là? Parce qu'il y a un problème. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas encore situé les responsabilités vis-à-vis de la catastrophe de l'année dernière. Parce que moi, je parle de catastrophe, j'étais très mal à l'aise. Et Dieu seul sait ce qu'on a vu. Est-ce qu'il y a eu un réaménagement de la structure même qui avait organisé les examens l'année dernière? L'organisation des examens nationaux relève de la compétence d'un service. Le service d'examen. C'est un service qui a les prérogatives et qui est chargé d'organiser ces examens. Mais ce service relève du MENA, ça vous coupe la parole. Bien entendu. Dirigé par le ministre. Écoutez, si vous, aujourd'hui, vous prenez des rôles en tant que tels, dévolus à chaque structure, je ne crois pas que vous pensiez que ce service-là, ou les éléments qui y sont, soient coupables jusqu'à un certain niveau. Un élève
qui vient dans une salle de classe, armé d'un instrument de faute, n'est pas la faute à celui qui organise cette. Les dispositifs peuvent être là. Mais les dispositifs sont exécutés par des personnes que sont des enseignants qu'on appelle des surveillants. Quelle que soit la volonté du professeur Bano, il va vouloir être si strict qu'il veut avoir un examen ou des examens crédibles, clairs. Mais je vous garantis une seule chose, le professeur Bano ne peut pas être à tous les niveaux. Il ne peut être que confiant en lui-même et passer sa confiance à un certain nombre d'enseignants choisis pour leur moralité et leur confier le même rôle. Mais écoutez, quand cet élève rentre en combine avec cet enseignant qui accepte que l'élève ait accès à la salle de classe avec cet instrument de fraude, par légèreté ou par complicité, je ne saurais le dire, et que cet enseignant tel que vous avez constaté dans le déroulement, un enseignant qui va jusqu'à prendre la responsabilité de se mettre au tableau pour une épreuve de dictée et écrire quelque chose pour l'élève, sous prétexte qu'il l'aide. Toi, tu es à Conakry en tant que premier responsable ou en tant que service organisateur de ces examens. Écoutez, tant que cet enseignant n'est pas travaillé dans sa tête, dans sa moralité, qu'il sache qu'il représente et qu'il incarne quelque chose, même pas pour le professeur Bano, encore moins pour le service organisateur, mais pour la nation. Oui, et effectivement, excusez-moi, monsieur, il est vrai qu'il y a eu des problèmes dans les centres avec les correcteurs, avec les surveillants et autres, mais il y a eu un sérieux problème au niveau du secrétariat. Parce qu'il y a des gens qui étaient au niveau du secrétariat qui n'avaient rien à voir avec les enseignants. Deuxièmement, à la correction, il y a des enseignants qui sont dans les salles de terminale. Ils se plaignent, ils n'ont pas été choisis. Il y a des enseignants qui sont en 11e, en 12e, qui n'ont rien à voir avec ceux qui collège, qui sont venus corriger à la place des enseignants. Ce qui fait que le premier correcteur donne 6, le deuxième correcteur donne un 18. Et ça s'est fait au vu et au su de tout le monde. Mais au secrétariat, quel enseignant qui est venu écrire son nom sur la liste du secrétariat? Ça vient de là-haut. Et il y a eu de sérieux problèmes. Il est vrai que l'enseignant en classe, nous avons fui nos responsabilités parce que ce n'est pas le ministre qui a dit à un élève de venir avec un téléphone. Et si un élève arrive à se connecter, à envoyer quelque chose sur Facebook et qu'on lui réponde qu'il ait le temps d'écrire, c'est la faute au surveillant. Oui, mais M. Cheikh, c'est bien beau d'éloigner la responsabilité du MENA. Non, je ne l'éloigne pas. Je situe les responsabilités. Là-bas, la responsabilité incombe à l'enseignant, aux délégués et aux membres de la cellule à l'école. Mais au niveau de la correction, il y a des copies qui sont restées sans être corrigées. Il y a des copies illisibles qui ont été corrigées. C'est parce que celui qui a corrigé, il n'avait pas le niveau de corriger. C'est ça la réalité. Y a-t-il eu des sanctions? Qu'est-ce que le ministre ou le MENA propose par rapport au problème du secrétariat? Parce qu'il y a des feuilles qui ont été mal découpées. Justement. Ou les PV ont disparu. Donc qu'est-ce que le ministre c'est ce que j'allais poser comme question. Le choix des hommes. Voilà. Le choix des hommes. Parce que pour nous, le ministre Bano, c'est vrai, il est à Conakry. Mais à Mamou, par exemple, l'inspecteur est le ministre Bano. À Kankan, le DPE est le ministre Bano. C'était n'importe quoi. Le proviseur est le ministre Bano. Donc, ce sont des hommes de confiance de l'administration Bano au niveau du MENA que nous sommes en train d'interroger. Le choix de ces hommes cette année, qu'en est-il? Voilà, vous faites bien de dire, je pense que nous allons nous comprendre dans ce débat parce qu'on n'est pas trop différents l'un de l'autre. Moi, j'essayais de situer la responsabilité par étape. Tout ce que vous dites là se trouve dans le compte rendu. Si nous avons rencontré les chefs d'établissement, c'est que c'est eux qui choisissent. C'est eux qui choisissent. Et lorsque nous avons fait la projection en détail, il y en a parmi eux qui peut-être étaient étonnés. Et vous avez dû constater dans les propositions de solutions qu'ils ont faites, ils ont voulu que la liste ou les listes telles qu'elles partent de leur école respective soient reconduites et considérées jusqu'à l'exécution. C'est une des propositions qu'ils ont faites et sur laquelle ils ont insisté. Comme cela, ce qui voudrait dire que peut-être quelquefois, ils ont même dit en termes clairs qu'il faut éviter les infiltrations sur la liste des surveillants. Ça, si nous arrivons à ce niveau,
On ne peut pas accuser un enseignant qui surveille. Non. D'où je rejoins mon cher frère pour lui dire que les responsabilités... Écoutez, le mal, pour mieux le soigner, il faut d'abord le voir. Je crois que où il se trouve aujourd'hui, professeur Bano, je parle ici sous son contrôle, il est suffisamment édifié quant au déroulement de ces examens et de ce qui se passe. Il sait. Mais même si demain il est question de choisir les hommes, nous ne les connaissons pas. Ceux-là que nous avons rencontrés, c'est ceux-là, c'est eux qu'il faut encore, si vous voulez, motiver davantage, les mettre dans leur responsabilité et leur donner une garantie. Parce que ce sont les responsables de classe, les responsables des Camara, dans ce cadre, est-ce que le ministre a les mains libres? Bien sûr, pourquoi pas? Est-ce Le ministre est la dernière autorité. Est-ce qu'il peut démettre un cadre supérieur du MENA qui a failli? Le ministre, il reviendra. Est-ce qu'il peut le sanctionner? Il reviendra. Il a le pouvoir de sanction de tous les cadres du Il MENA. reviendra. Vous allez peut-être être étonné. Parce que celui que je vois, je sais à quoi il est capable d'aboutir. D'accord. Il veut des examens cette année qui sont mis à son compte. Il l'a promis, Il depuis veut l'année des dernière. examens propres. Il a dit fait l'année un dernière, départ. si jamais il est là cette année, Et ce on va départ-là voir des nous examens montre autrement. qu'effectivement, il veut s'informer. Il veut mettre chacun dans son rôle. Dans son rôle, c'est ça. Mais celui que j'ai vu n'hésiterait pas. Je ne suis pas mieux placé ou plus placé que lui de dire ce qu'il aura à faire. Mais démettre de ses fonctions, c'est la moindre des choses. Peut-être de ses sanctions, c'est la moindre des choses. M. Kamara, moi je voulais revenir un peu sur le cas des primes. Et l'année dernière, d'ailleurs, ça fait plusieurs années, nous constatons cela dans les différents centres d'examen. Il y a certains fondateurs d'écoles qui se permettent d'aller faire substituer les enseignants qui surveillent où se trouvent leurs candidats. Ils vont aller substituer les surveillants dans ces écoles et remplacer par les surveillants de son établissement pour aller surveiller dans ces écoles. En contrepartie, la prime qui est allouée à ces enseignants, le fondateur paye cette prime. Mieux que ça, nous avons constaté l'année dernière principalement dans les centres, il y avait les enfants cotisaient dans les centres d'examen. Ça arrive souvent. Oui, mais l'année dernière c'était autre chose. Ils contribuaient dans les centres d'examen. Vous pouvez rencontrer qu'un enseignant peut se retrouver lui seul par jour 1,5 million. Nous on s'est posé la question. Quand on a eu un contact avec ces enseignants, on a dit, mais pourquoi vous vous comportez de cette façon? Ils nous ont dit très clairement que les primes qui sont allouées par rapport à ces activités, ce sont des primes qui sont très faibles. Monsieur Alpha, moi j'ai une chose que je Est-ce que Monsieur Alpha poser la question s'il vous plaît? Ma question qui est là, est-ce qu'il ne faut pas penser à revoir toute cette tranche de primes de la surveillance en passant par la correction du baccalauréat jusqu'au niveau du secrétariat pour éviter réellement certaines défaillances? D'accord, rapidement. Peut-être qu'on ne saura jamais, on ne saura jamais payer à juste valeur les efforts d'un enseignant, même pas dans l'organisation des examens, ça c'est une évidence. Notre métier, c'est un choix. Mais un choix qui se repose sur quoi? Sur la moralité. Justement. Et je voudrais dire que c'est important. Un enseignant n'aime pas n'importe qui. Un enseignant n'a rien, peut-être, mais il a encore plus que tout le monde parce qu'il exige de lui-même et des autres le respect de sa personnalité. Et pour y parvenir, il faut respecter l'éthique. Moi, je me dis qu'un enseignant, dans l'exercice de ses fonctions, du moment où tu as choisi de l'être, tu auras fait ton choix dans l'exercice de ces fonctions. Que tu penses à l'argent, c'est que tu n'es pas toujours. Non, mais en même temps, écoutez, Monsieur Camara, en même temps, c'est pas facile. Il faut se mettre à la place des uns et des autres. Mais les conditions sociales, les conditions sociales. On va pas juste finir. Je voulais vous dire. C'est pas facile de résister à la corruption lorsque ça vient jusqu'en pleine figure. Je vous n'avez pas à manger. Mohamed Ali doit se mettre au-delà de ça. On va pas aller dans ce débat. Moi qui vous parle, j'ai été correcteur, j'ai été surveillant. Peut-être que je ne suis pas mieux placé pour parler de moi-même, mais j'en connais dans le lot.
qui ne peuvent pas faire et qui ne le font pas. Ouais. D'accord. Voilà. Monsieur Camara, moi j'ai une petite remarque à faire. Est-ce que dans les propositions, ça a été fait dans les propositions. Est-ce qu'il va y avoir une augmentation des des prix? enseignants? Les efforts sont toujours en train d'être fournis dans ce cadre-là. Mais vous ne garantissez rien n'a été garanti. Je ne peux pas vous garantir parce que problème de finances, ça monte d'abord jusqu'au niveau de l'Assemblée. Il faut un budget. Je suis Ce totalement budget, d'accord il avec faut vous. Voilà, proposer. monsieur, moi, j'ai une question à poser à monsieur Camara. Il fut un temps où le président de la République Monsieur Mamadali, je crois que monsieur Camara, est-ce que vous n'allez pas remettre à jour le fameux numéro vert? Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu. Oui, bien à sûr, une bien époque, sûr. il y avait les numéros verts. Oui, bien sûr. Mais il y a un gros problème, un gros souci. Moi, une année, j'ai été numéro vert. Pour ceux qui ne savent pas, les auditeurs et les téléspectateurs, le numéro vert, c'est un surveillant infiltré qui est en contact direct avec la coordination et qui est chargé de signaler les cas de fraude et autres en dehors de l'administration de l'école même d'ailleurs. D'accord, on a plus beaucoup de temps, on a 2 minutes. Mohamed Ali, Est-ce qu'il ne serait pas intéressant que M. Bano et son équipe réintègrent le système de numéro vert pour faire encore plus peur à ces fraudeurs? C'est noté. Ce que je peux vous dire, c'est que professeur Bano, avec nous-mêmes, nous avons nos systèmes que peut-être je ne vais pas exhiber ici. Parce que quand il s'agit des examens, ce qui est clair, c'est que nous allons dans le numérique. Et vous avez dû constater l'année dernière que la fraude allait vers le numérique plus que d'habitude. Alors, du moment où les groupes viennent, on fait des groupes WhatsApp, Messenger. Il faut réfléchir. Il faut tenter de contrecarrer. Il faut venir peut-être sur le même terrain. Nous sommes en train de travailler. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de travailler. Et professeur Bano, peut-être que vous aurez l'occasion un jour de le recevoir, il reprendra la même chose, tel que je le vois, est prêt à aller jusqu'au bout pour qualifier, en tout cas, les évaluations. Il en soit ainsi. Pour ma dernière question, parce que des fois, les enfants, ils sont confrontés à des sujets vraiment sans la machine, sans les outils informatiques et autres, ils ne peuvent pas s'en sortir, surtout la machine. Des fois, on prend des sujets, on prend du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, et on donne aux élèves. Mais là-bas, on utilise la machine. Est-ce qu'on a parlé de l'utilisation de la machine en classe ou le choix des sujets cohérents, adaptés aux élèves de la Guinée? Est-ce qu'on a parlé de ça? Non, l'utilisation de la machine, pour l'instant, je pense que si cela devrait être autorisé, ça dépendra de la qualité du sujet choisi. Et que le sujet qui est choisi puisse permettre à l'élève d'utiliser la machine sans que cela ne lui donne l'opportunité d'aller sur la piste de la fraude. Mais pour l'instant, à ce que je sache, nous ne sommes pas arrivés là. Les sujets qui sont donnés, si nous interdisons les machines, parce que nous sommes convaincus, c'est nous qui les enseignons, c'est nous qui proposons ces sujets, c'est nous qui les connaissons. Si nous leur interdisons ces machines-là dans le traitement de ces sujets, c'est que nous sommes convaincus qu'ils sont capables, ils peuvent être capables de les traiter sans faire recours aux machines. Sauf que le constat que nous avons fait à nos qualités de professeurs de sciences physiques, nous avons constaté qu'il y a des sujets de belle lurette, il y a des traiter sans la machine. Pour les traiter, il faut avoir la machine. Ok, je pense que là, l'une des nouveautés, c'est que tel que vous êtes enseignant, justement, vous avez la possibilité de réagir. L'œuvre humaine, elle n'est certainement pas parfaite. C'est des personnes comme vous, des enseignants comme vous, qui font le choix de ces sujets. Il peut pas être parfait dans tout. Mais lorsque vous avez des remarques aussi pertinentes, avec des preuves, des accompagnements à l'appui, je pense que ça peut servir de chemin ou des leçons à tirer qui permettraient une prochaine fois de revoir les façons de faire. En résumé, pour finir, M. Camara, puisqu'on n'est pris par le temps, qu'est-ce qui va changer cette année, en gros? Qu'est-ce qui va se faire autrement? Nous avons envie de tellement bien faire que nous avons envie de tout faire au même moment. Ce que je ne peux aussi pas vous garantir. Tout ce que je peux vous garantir, c'est que c'est la volonté ardente hier pour que les examens de cette année, l'année 21, soient nettement alors démarqués des examens de l'année dernière. Et pour cela,
nous allons travailler d'abord au choix des ressources humaines. Nous allons travailler la mentalité. Parce que nous ne pouvons rien donner aux enseignants s'ils m'écoutent aujourd'hui. Nous ne pouvons rien leur donner qui soit à la taille des efforts qu'ils fournissent. Tout ce que nous pouvons leur dire, c'est dire que la nation leur appartient quand il s'agit des examens nationaux. Ils ne peuvent faire que des sacrifices de choix. Sans vouloir je voulais placer ceci parce que vous ne l'avez pas évoqué. Au temps de Dr Ousmane, en 2007, je pense, on l'a vu, il avait porté plainte contre des supposant que même si ça n'a pas abouti finalement, parce qu'on n'a pas vu d'enseignants sanctionnés. Est-ce que vous en avez parlé dans le choix des hommes? Peut-être on peut prévenir, mais si on n'arrive pas à prévenir, puisque vous avez dit que vous ne connaissez pas les hommes, on peut réprimer. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette fois-ci suivre pour essayer de trouver réellement nous avons emprisonné des enseignants. Je regrette qu'on le dise aujourd'hui. Peut-être pas nous qui les avons emprisonnés, mais nous les avons conduits jusqu'au niveau de la justice. Même l'année dernière. L'année dernière, il y a des enseignants qui se sont retrouvés à la police judiciaire. Nous, ce que nous pouvons, quand un enseignant se rend coupable d'un comportement aussi déshonorable d'un enseignant, nous avons les preuves à l'appui, mais nous le mettons à la disposition des services de sécurité qui, à leur tour aussi, les mettent à la disposition de la justice. Donc, il y a pas mal d'enseignants qui sont là. Je suis obligé d'arrêter à ce niveau. Monsieur Sidiki, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Peut-être vous avez entendu le cas de Cancan, cette vidéo infamante? Oui, bien sûr, j'ai fait des communications. Il va y avoir des sanctions parce qu'à Cancan, on ne parle pas du tout. Non, mais il ne faut pas confondre. J'ai été clair au nom du MENA pour dire que quand les enfants font des actions dans la structure scolaire, dans l'enceinte de l'école, dans l'environnement scolaire, nous en sommes entièrement responsables. Mais quand les enfants quittent l'école ou ne viennent même pas à l'école, ils sont dans les quartiers, ils se livrent à des comportements. C'est vrai qu'ils avaient la tenue scolaire, c'est un symbole. Oui, c'est vrai, c'est en cela que nous sommes interpellés, mais il faut savoir situer la responsabilité dans ce cadre-là. Il n'y a pas de problème. Parce que nous ne sommes pas le technicien n'arrête pas de me tuer. Merci, M. Sidiki, d'avoir accepté. Merci à tous d'avoir répondu à nos systèmes. C'était nous, pour vous, mesdames et messieurs, c'est tout retrouver cette émission à la télé pendant le week-end. Et vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine dans la même émission et sur le même plateau. Au revoir.